Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, on se retrouve avec notre fascicule 74 et nos règles de la semaine. Et on débute avec un petit peu de tactique. Alors, tactique de l'ordre et de la destruction cette semaine. Et une petite gorgée de thé. Alors, on va débuter avec les tactiques de l'ordre de nos deux gros boss, on va dire, Gardus, âme d'acier, et évidemment, Bastian Cartalos. Donc Gardus, c'est un champion des chevaliers sanctifiés, l'un des serviteurs les plus loyaux de Sigmar. Sa pureté lui confère une force et une protection décuplées pour défendre les objectifs vertueux des forces de l'ordre. Évidemment, c'est un monstre de puissance, il est hyper flexible, il dispose à la fois d'attaques de tir et de mêlée, il peut aussi utiliser assaut sanctifié pour gagner en bonus en corps à corps avec ses charges, ce qui en fait une unité des plus polyvalentes évidemment. On le voit, ses caractéristiques, hein, clairement, en plus il est très durable évidemment parce qu'il a une super caractéristique de sauvegarde. Il est hyper puissant, il a de la sauvegarde. Forcément, on peut que l'apprécier. Et en plus de ça, il a une aptitude spéciale qui est Force du Martyr, qui lui donne une petite dernière chance de combattre, même s'il est tué. Donc autant dire que même avec des blessures à la fin, il arrive à sortir son épingle du jeu. Par contre, ils mettent en point négatif, c'est tout ou rien. Bah ouais, parce qu'en fait, toutes ces aptitudes sont assujetties à des jets de dés. Et bah oui, forcément, malheureusement, un jet de dés, ça peut passer comme ça peut rater. Et si ça rate, et bah c'est les boules. Donc bah forcément, ça peut impacter clairement son efficacité. Et c'est peut-être le point noir que l'on peut avoir avec lui. Pour Bastian Cartalos, qui est le seigneur commandeur des marteaux de Sigmar, après avoir longtemps géré les armées de Sigmar depuis Azyr, il s'est maintenant rendu dans les autres royaumes pour mener ses forces à la victoire. Alors lui aussi, forcément, il a de super caractéristiques, hein, bravoure, sauvegarde, blessure, c'est quand même une énorme force de frappe. Hein. C'est tout l'intérêt d'avoir des héros comme ça. Faut être très clair, il a de super aptitudes, il dispose d'un large éventail d'aptitudes additionnelles qui lui permettent de se protéger, de se soigner, et en même temps en menant le reste des troupes, hein, évidemment. Par contre, c'est une figure unique. Bon, un peu comme tous les héros, quoi. Donc ce qui veut dire que s'il est tué, ses aptitudes sont perdues. Ça paraît logique. Donc, est-ce qu'il faut le mettre en première ligne exactement pour mener les attaques ou le garder sur une seconde salve de baston? Ça peut être intéressant. Pour aller contester un objectif ou un truc comme ça, plutôt que d'aller en première ligne et aller combattre direct. Voilà, peut-être qu'il est mieux je ne sais pas, à voir sur le terrain. Mais est-ce que c'est de le placer sur la ligne de front avec toutes ses aptitudes et ses attaques puissantes, ou est-ce qu'il faut le garder un petit peu pour justement garder ses aptitudes et pouvoir s'en servir un peu tout le temps? Voilà, c'est une vraie question, même si je pense qu'au vu de ses caractéristiques, première ligne, on est pas mal. Hein. Première ligne accompagnée de Praetors, de trucs comme ça, je pense qu'on est très 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 bien, quoi. Pour la destruction, on découvre les Boys d'Iron Skulls. Alors, ces Boys, c'est Gurzag Iron Skull et ses Boys, hein, qui sont une unité de guerriers d'élite très efficace, lourdement armés, spécialisés dans le corps à corps. Ils sont impatients d'assommer, de trancher, d'écrabouiller tous ceux qu'ils croisent. Bah ouais, parce que c'est des durs à cuire. Parce qu'ils ont une bonne caractéristique de sauvegarde. Disons pas une mauvaise caractéristique de sauvegarde, et chaque figurine de l'unité a une protection, ce qui est pas mal. Ce qui fait que les deux facteurs combinés peuvent en faire des bonnes figurines. Maintenant, ça reste des orques. Hein, c'est quand même moins protecteur, moins protégé que des bons vieux des bons vieux Stormcast. Hein. Ils ont beaucoup d'attaques, ça c'est intéressant, mais ils ont peu de figurines, ils sont que 4.
En même temps, c'est une unité d'Underworld, donc c'est pour ça aussi qu'ils sont pas très nombreux, mais ils sont capables d'infliger pas mal de dégâts. Surtout s'ils se mettent tous ensemble contre une seule grosse unité, comme un héros. Et c'est un peu ça l'intérêt de cette unité-là, c'est d'aller chercher les héros et puis d'éclater tout ce qu'ils peuvent et de taper un maximum de fois avant de mourir, quoi. Par contre, voilà, le fait qu'ils soient peu nombreux, ça reste quand même un inconvénient qui est assez important parce que dès que vous en perdez un, ça a un vrai impact sur votre unité, quoi. On passe aux Dur Boys. Après, les Dur Boys, donc c'est eux plus intéressants parce qu'ils sont 10. Donc ce sont des troupes de rue qui sont hyper résistantes, hein, contrairement à de nombreuses unités d'élite, ils sont nombreux, hein, ils sont 10 dans l'unité, et donc parfaits pour défendre des objectifs ou repousser l'ennemi de vastes zones de terrain. Et oui, parce que eux, ils ont énormément d'attaques, et donc de puissance d'attaque. Et oui, parce qu'à 10, on est sur la force pure. Ils peuvent infliger de lourdes pertes aux troupes d'élite et décimer les unités les plus faibles. En plus, ils ont de bonnes caractéristiques de frappe, donc ça c'est plutôt sympa. Ils ont des attaques spéciales, hein, outre les attaques normales, ils peuvent aussi frapper leurs ennemis avec leurs énormes boucliers, ce qui leur donne une chance d'infliger des blessures mortelles, en plus des dégâts normaux. Donc ça c'est toujours cool aussi. Par contre, c'est le bordel, hein, ça reste des Auruks. Donc la bravoure, c'est pas le top, quoi. Et même avec un bonus, parce qu'on a un porteur de glyphes, rappelez-vous, hein, on a un porte-étendard, même malgré ça, ils sont quand même vulnérables aux effets de déroute, quoi. Parce qu'encore une fois, la bravoure, c'est pas le top. Et donc pour repousser des ennemis, c'est parfait. Hein, surtout que, encore une fois, ils peuvent obtenir des bonus à la charge, ils ont pas mal de petites choses comme ça, ils sont capables de frapper très très fort, même comme des unités aussi fortes que des Praetors, ils sont capables de bien défendre le terrain, voire de bien attaquer le terrain. Mais voilà, attention quand même, ça reste des Auruks, donc c'est moins balèze que des unités d'élite Stormcast. Mais ça se joue très très bien. On passe maintenant évidemment au plan de bataille numéro 4 de Dernier Carré, la campagne Dernier Carré, avec cette semaine ligne tellurique. Donc à leur grande joie, les troupes de la destruction s'aperçurent qu'une énergie intense s'accumulait dans la terre. Les chamans plongèrent dans une frénésie extatique, et leur magie devint encore plus dangereuse et imprévisible, tandis que la puissance brute envahissait leur corps. Un grand nombre d'entre eux la canalisèrent dans des sorts explosifs, dans des amulettes, ou la distillèrent dans des breuvages étranges. Un chaman particulièrement aventureux suivit la source de cette force mystérieuse et découvrit une vieille statue sigmarite ornée de runes bizarres. Au-dessous, il discerna des lignes telluriques discordantes, crépitant d'une lueur verdâtre et émettant un bourdonnement asynchrone. Tout excité, il se rendit compte qu'il pouvait la perturber davantage. Fébrile, il rentra au camp pour expliquer son plan. Si seulement un petit nombre de guerriers pouvaient l'escorter, il pourrait déstabiliser totalement les lignes telluriques. Une fois leur harmonie ruinée, les forces de l'ordre seraient incapables de les utiliser et les meutes Auruks pourraient s'en servir pour semer les ravages. Ou les laisser dévaster la terre. Bon, au choix. Pendant ce temps, les fidèles du dieu roi avaient également remarqué la perturbation. Le bouclier ésotérique de la cité de Sigmar s'affaiblissait alors que l'énergie des lignes telluriques était corrompue avant d'atteindre le siphon du nexus de la ville. Comprenant que ce dérèglement menaçait l'intégralité du réseau magique, une petite escouade menée par un sorcier puissant s'engagea dans les étendues sauvages pour chercher la source de l'interférence et réparer les dégâts. Le voyage jusqu'au site prit de nombreux jours, mais finalement, ils s'approchèrent de l'épicentre de la perturbation et remarquèrent, à leur grande surprise, qu'une vieille statue sigmarite se dressait au loin. Ils se dirigèrent vers l'idole, supputant qu'elle s'élevait sur le site qu'ils cherchaient. Alors qu'ils s'avançaient, les forces de l'ordre se rendirent compte qu'elle n'était pas seule. Les sbires de la destruction marchaient vers la sculpture depuis la direction opposée. Ça annonce une bonne baston. Alors, comment on va faire nos recrutements cette semaine ? Eh bien, tout simplement, on nous propose de choisir un sorcier, 2 héros et 2 unités de troupes. Ce qui change quand même par rapport à d'habitude. Là, on a une vraie spécification. Un sorcier, 2 héros, ce n'est pas la même chose, on le rappelle. Donc, on lit bien nos mots-clés sur nos fiches, même si on sait qui sont nos sorciers et nos héros. Bien sûr, parce qu'on les joue chaque semaine. Mais voilà.
en termes de terrain, on va utiliser un seul terrain. Un seul tapis de terrain pour une fois. Donc un petit terrain cette fois-ci, avec d'un côté, sur les petits côtés, la destruction, de l'autre côté, l'ordre, 4 objectifs. Et puis sur ce terrain, on va y déployer aussi 3 décors qu'on va choisir, que l'on va mettre où l'on souhaite. Et comme d'habitude, on ne pourra pas... Bon, on a mis bien sûr l'idole gardienne au centre du terrain, bien évidemment. Et puis les 3 autres, on ne pourra évidemment pas les placer à moins de 3 pouces d'un objectif ou d'un autre élément de décor. Le déploiement, le premier tour se fait au jet de dés, comme on en a l'habitude maintenant. La bataille se fait en 4 rounds. Attention, pas 5, 4 seulement. Et les points de victoire. On a 4 possibilités de marquer des points de victoire. Un point pour un objectif, un deuxième point si on contrôle 2 objectifs, un troisième si on contrôle plus d'objectifs que son adversaire, et un quatrième potentiellement si on contrôle au moins une paire d'objectifs appairés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, les objectifs, comme on le voit ici, sont appairés 2 à 2, c'est-à-dire que les deux opposés en diagonale sont appairés ensemble. Et ça, c'est important, parce que ça va aller avec, évidemment, la règle spéciale qui est sécuriser les lignes telluriques. Une énergie ésotérique parcourt le sol sous le site sacré, son pouvoir confère une protection aux troupes qui combattent au-dessus d'elles. Donc, les objectifs 1 et 3 et 2 et 4, évidemment, sont associés et appairés. Si un joueur contrôle une paire, alors les troupes amies qui contestent ces objectifs ont une protection de 6+. Ça ne veut pas dire que s'ils ont déjà une protection, ils vont pouvoir en avoir 2, hein, on est bien d'accord. Mais ils ont une protection quand même de 6+, chaque unité qui conteste ces objectifs, donc a une protection de 6+. Ce qui va être intéressant, c'est justement ça. C'est que ça va être un mélange entre aller chercher des objectifs, rester sur les objectifs avec cette protection, bénéficier de cette protection, et puis malgré tout, aller quand même essayer d'aller choper les objectifs adverses. Donc ça va être intéressant comme bataille, surtout qu'on est sur une petite bataille, un sorcier, 2 héros, 2 unités de troupes. Donc, bataille rapide aussi, parce que 4 rounds. Donc moyen de jouer la tactique au maximum, ou jouer justement le tout pour le tout en y allant à fond, et puis en testant tout ce qui est possible et imaginable. Sur un petit terrain, il y a moyen de jouer rapidement, en 1 heure ou 2 maximum, et puis de recommencer, et ainsi de suite, et de refaire, surtout que maintenant on a un certain nombre d'unités qui sont capables de jouer. Donc ça aussi c'est cool. Voilà Voilà cette petite vidéo sur les règles de la semaine pour ce format, ce fascicule 74. On attend bien sûr la semaine prochaine pour être au fascicule 75. Je vous présenterai aussi normalement rapidement la figurine de découverte, donc l'assassin des Cities of Sigmar. Et puis c'est surtout qu'on attend le dernier colis. Je viens enfin de recevoir la validation. Alors par contre, je n'ai pas compris. Tout est bien prévu, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, j'ai un prélèvement qui doit se faire le 20 septembre et j'ai une livraison qui démarrerait le 1er octobre. Donc expliquez-moi le truc, sachant que normalement, on devrait être prélevé, pour ceux qui seront prélevés, 3 semaines après la livraison. Et là, je serai prélevé 15 jours, au moins 15 jours, parce que je ne serai jamais livré le 1er octobre, mais bien le 5 ou le 6. Je serai livré 15 jours après le prélèvement. Donc il y a un souci. Voilà, mais bon, à voir avec les équipes de Hachette, comme d'habitude, qui clairement, sur la fin de cette collection, en tout cas pour mon cas, n'a pas montré son plus beau jour, je vous l'avoue. J'ai eu de la chance malgré tout par rapport à certains, j'en suis complètement conscient, parce que certains attendent encore certains numéros, et ça c'est quand même assez inacceptable. Quand vous vous abonnez dès les premiers jours, c'est pas normal que vous ayez des soucis de livraison, et ça j'en suis désolé pour la plupart d'entre vous. Mais voilà, je trouve honnêtement que même s'ils ont été apparemment rachetés en début d'été ou quelque chose comme ça, il y a quand même eu pas mal d'erreurs et de problématiques, et c'est un vrai souci, je trouve. Mais bon, voilà. Ça n'est que mon avis, c'est pas grave. En tout cas pour moi, ça s'arrêtera là avec Hachette Collection, au moins pour les 2 prochaines années, en attendant peut-être Stormbringer, pas Stormbringer, mais Spearhead d'ici 2 ans. Mais voilà. En tout cas, merci à vous encore une fois de jouer avec moi sur cette collection. Merci de me suivre, de m'écouter un petit peu. Et puis, je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Et puis, je vous embrasse. Et
je vous dis à plus. Allez, ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.